J'étais assis en face de mon ami Victor, dans un petit café tranquille à la périphérie de Paris. Je regardais ses mains trembler, alors qu'il tenait sa tasse de café. C'était un jeudi, tôt le matin. Je pensais qu'il voulait simplement discuter du prochain match de football, ou se plaindre de son travail, comme d'habitude. Mais l'expression de son visage m'a glacé le sang, bien avant qu'il ne prononce son premier mot. « Alexandre » a-t-il commencé. Sa voix semblait appartenir à un inconnu, elle était vide, totalement dépourvue de vie. Ma femme entretient une liaison secrète avec un professeur. Je suis resté figé, ne sachant que dire. Victor et Hélène étaient mariés depuis 7 ans. J'avais assisté à leur mariage. J'avais vu comment ils se regardaient, avec un tel amour que tous les invités n'avaient pu retenir leurs larmes. Ils semblaient former le couple idéal. Lui, il était ingénieur. Elle enseignait la littérature. Tous deux étaient intelligents, beaux, et connaissaient une grande réussite. Il s'agit de ce même professeur, celui qui a vécu chez nous, a poursuivi Victor. J'ai tout de suite compris de qui il parlait. Le professeur Laurent Mercier. Je me souvenais très bien de lui. Nous l'avions rencontré, il y a environ 1 an, lors d'un séminaire universitaire où Victor m'avait invité. Laurent était un orateur brillant. C'était un homme grand, aux cheveux grisonnants, la quarantaine, doté d'un regard perçant et d'un sourire charmant. Il enseignait la littérature française et la philosophie, et ses étudiants l'adulaient littéralement. Lors du dîner, après le séminaire, il avait charmé tout le monde. Il racontait des histoires sur ses voyages, et partageait de profondes réflexions sur Marcel Proust et Victor Hugo. Quand Laurent avait mentionné qu'il avait des problèmes de logement, car son appartement avait été inondé et les travaux s'éternisaient, Victor avait réagi immédiatement. Fidèle à sa générosité légendaire, il lui avait offert leur chambre d'amis. « Nous avons beaucoup de place », avait-il dit à l'époque, et ce serait un honneur d'accueillir un homme aussi respecté. Je me souviens avoir pensé, en entendant cela, que c'était un geste des plus nobles. Laurent avait vécu chez eux pendant 3 mois. Victor me racontait souvent comment ils passaient leurs soirées, engagés dans de longs débats philosophiques. Il me disait comment Laurent aidait Hélène pour sa thèse, et comment tous les 3 riaient de bon cœur pendant le dîner. C'était l'image idyllique de l'hospitalité et de l'amitié. Désormais, ses souvenirs semblaient empoisonnés. « En es-tu sûr ?» ai-je demandé. Pourtant, au vu de l'expression morte sur son visage, je connaissais déjà la réponse. Victor a sorti son téléphone en silence, puis il l'a posé sur la table, entre nous. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran, et j'ai senti une boule se former dans ma gorge. Il y avait là une série de photos, prises à travers la fenêtre de la chambre de Victor. J'ai reconnu les rideaux blancs, ceux qu'Hélène avait choisis elle-même l'année dernière. Sur les clichés, on distinguait clairement 2 figures enlacées, Hélène et Laurent. Leurs silhouettes se détachaient nettement, baignées dans la lumière de l'après-midi. Un voisin me les a envoyés de façon anonyme, il y a 1 semaine, a expliqué Victor, d'une voix basse et parfaitement contrôlée. Au début, j'ai cru à une erreur. Je me disais que ça ne pouvait pas être eux. Mais ensuite, j'ai commencé à observer, à remarquer les petits détails. Il s'est adossé à sa chaise, et j'ai vu ses mâchoires se contracter. Son téléphone, par exemple, qu'elle garde toujours face contre table maintenant. De la nouvelle lingerie, que je n'avais jamais vue auparavant. Un parfum différent. Qu'elle ne portait pas avant. Ces réunions tardives au travail, qui se produisent beaucoup trop souvent. Et surtout, son regard. Elle ne me regarde plus vraiment, plus comme avant. J'ai fait défiler les photos. Il y en avait plus d'1 douzaine, prises à des jours différents, au cours des 2 derniers mois. C'était toujours la même scène de trahison. Toujours dans leur propre chambre, dans ce lit que Victor et elle avaient acheté ensemble, pour leur 5e anniversaire de mariage. Cela a commencé, alors même qu'ils vivaient chez nous, a poursuivi Victor. Cette fois, la fureur perçait enfin dans sa voix. Juste sous mon nez, pendant que je travaillais dur pour subvenir à nos besoins. Pendant que je leur faisais confiance à tous les 2, lui, il mangeait à ma table. Il dormait sous mon toit, et il me trahissait, chaque jour que Dieu fait. La serveuse s'est approchée pour nous resservir du café, mais Victor l'a congédié d'un geste de la main. Une fois de retour seul, il s'est penché vers moi, par-dessus la table. J'ai alors vu dans ses yeux quelque chose d'inédit, une détermination froide, purement calculatrice.
Je n'ai rien dit, ni à l'un ni à l'autre, a-t-il chuchoté. Hélène ne se doute même pas que je sais. Chaque matin, je l'embrasse pour lui dire au revoir. Chaque soir, je lui demande comment s'est passée sa journée. Je souris, quand je croise Laurent lors des événements universitaires. Je me comporte comme un idiot, un homme naïf qui ne remarque rien. Mais pourquoi, lui ai-je demandé. Victor a lentement souri, et ce sourire m'a fait frissonner. Parce que j'ai un plan. Un plan méticuleux, qui va les détruire tous les deux. Et j'ai besoin de ton aide, Alexandre. Tu es mon meilleur ami, n'est-ce pas? Je l'ai longuement regardé. C'était mon ami, un homme que je connaissais depuis 15 ans, et qui avait toujours été bon et honnête. Mais maintenant, c'était quelqu'un d'autre qui était assis face à moi. La trahison l'avait transformé en une personne froide et dangereuse. Raconte-moi, ai-je fini par dire. Et Victor a commencé à parler. Au cours des 2 semaines suivantes, Victor est devenu un homme que je reconnaissais à peine. En apparence, il restait le même. Il allait au travail, rentrait à la maison pour le dîner, et embrassait Hélène lorsqu'elle partait pour ses soi-disant réunions tardives. Mais, à l'intérieur, brûlait la flamme d'une rage froide, méthodique, dont l'intensité me terrifiait. Nous nous retrouvions chaque soir, dans ce même petit café tranquille où il m'avait révélé la trahison. Là, devant des tasses de café qui refroidissaient, Victor déployait son plan sous mes yeux. Il agissait comme un joueur d'échecs, calculant une combinaison avec 20 coups d'avance. La première étape consistait à rassembler des informations. Victor avait engagé un détective privé. Ce n'était pas n'importe qui, mais un homme à la réputation irréprochable, un ancien de la police. Michel Perrin était un professionnel de haut vol, et ce qu'il a découvert, en seulement 10 jours de surveillance, a dépassé les attentes les plus folles de Victor. « Regarde ça », m'a dit Victor un soir, en ouvrant un épais dossier rempli de documents. Ses doigts tremblaient d'une excitation contenue. Toute la brillante carrière du professeur Mercier, absolument toute, est bâtie sur des mensonges. J'ai commencé à lire, et à chaque page, ma stupeur grandissait. Laurent Mercier, ce professeur si respecté, auteur de 4 monographies et de 23 articles scientifiques, ce lauréat de prix prestigieux, n'était qu'une immense façade. Michel Perrin avait découvert que la majorité des travaux de Laurent avaient été volés. Ils provenaient de revues universitaires françaises peu connues des années 1990, ou encore de thèses non publiées d'étudiants, des jeunes qui lui faisaient confiance en tant que directeur de recherche. Voici une comparaison des textes, m'expliquait Victor, en me montrant les papiers. Tu vois, son célèbre article sur Marcel Proust, publié en 2015, reprend presque mot pour mot le travail d'un doctorant de Toulouse, ce même étudiant qui s'est suicidé en 2014. Quant à sa monographie sur le symbolisme, ce n'est qu'une compilation de 3 thèses, tirées des archives de la Sorbonne. Des archives auxquelles il avait accès, en tant que membre du jury d'examen. Le détective avait accompli un travail phénoménal. Il avait retrouvé les personnes dont les travaux avaient été volés, des professeurs d'université de province, ou encore d'anciens doctorants de Laurent, qui, tous, avaient eu peur de s'opposer à un homme aussi influent. Michel Perrin avait enregistré leurs témoignages en vidéo, rassemblé les documents originaux, et fait réaliser une expertise des textes. Le dossier était tout simplement accablant, et sans la moindre faille. N'importe quel conseil académique reconnaîtrait ce plagiat comme indiscutable. Mais ce n'est pas tout, a continué Victor. Une sombre satisfaction teintait sa voix. Michel Perrin a aussi découvert que Laurent traîne une sacrée réputation de séducteur, au sein du département. Il y a 3 ans, une étudiante avait déposé plainte, mais l'affaire a été étouffée. Mercier avait de solides relations. Une autre femme, une collègue d'une université différente, a avoué au détective qu'ils avaient eu une liaison. Cela a duré jusqu'à ce qu'il la quitte, pour passer à sa victime suivante. Ma femme n'est même pas la première, et, je te le garantis, elle ne sera pas la dernière. Pendant que le détective accumulait les preuves contre Laurent, Victor s'occupait d'une autre partie du plan. Discrètement, sans poser trop de questions autour de lui, il avait consulté l'une des meilleures avocates spécialisées dans les divorces à Paris. C'était une femme d'une 50aine d'années, maître Véronique Dubois. Elle avait la réputation d'être un véritable requin des prétoires, une avocate qui ne perdait jamais une affaire. Elle est géniale, m'a raconté Victor après leur première rencontre. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit que,
dans un divorce, les émotions sont l'ennemi. La seule chose qui compte, c'est une stratégie froide, et des preuves irréfutables. En suivant les conseils de Maître Dubois, Victor a commencé à déplacer, méthodiquement, leurs actifs communs. Leur appartement avait été acheté avant le mariage, avec son propre argent. Cependant, ils avaient des économies communes, des investissements, et une maison de campagne. Victor a exploité des failles légales, dont Hélène ignorait totalement l'existence. Il a transféré des fonds vers des comptes auxquels elle n'avait pas accès. Puis, il a rédigé des documents blindés, pour protéger l'intégralité de son patrimoine. Nous avions un contrat de mariage, m'a-t-il expliqué. Nous l'avons signé il y a 6 ans, lors de l'achat de la maison de campagne. Hélène ne se souvient même pas des clauses. Elle l'avait signé sans le lire, car elle me faisait totalement confiance. Selon ce contrat, en cas d'infidélité prouvée, la partie fautive ne reçoit rien. Absolument rien du tout. Chaque soir, Victor rentrait chez lui, et jouait à la perfection le rôle du mari aimant. Il documentait chaque mensonge d'Hélène, chaque prétendue réunion, chaque retour tardif à la maison. Le détective la suivait de près. Il photographiait ses rencontres avec Laurent, dans des hôtels, dans des restaurants, et, encore une fois, dans leur propre chambre. Victor rassemblait ses preuves avec la minutie d'un scientifique préparant sa thèse. Le plus difficile, m'a-t-il avoué une nuit, alors que nous étions assis dans sa voiture devant chez moi, c'est de la regarder, et de devoir sourire. À chaque fois qu'elle m'embrasse. En me disant « je t'aime », tout en sachant que, dans 1 heure, elle sera dans ses bras à lui. Cela demande une telle force de volonté, Alexandre. Parfois, je crois que je vais en perdre la tête. Peut-être que tu devrais simplement partir, ai-je suggéré doucement. Demander le divorce discrètement, sans toute cette vengeance. Victor a fixé son regard sur moi, longuement. Non, a-t-il affirmé fermement. Ils doivent payer. Il ne s'agit pas seulement de me perdre, ils doivent absolument tout perdre. Cet homme a trompé des dizaines de personnes, il a volé leur travail. Il a brisé leur carrière. Et elle a trahi l'homme qui lui a tout donné. Ce n'est pas juste une vengeance, Alexandre. C'est la justice. Et ainsi, 3 semaines après notre première conversation au café, Victor était enfin prêt à frapper. Le soir est arrivé où il a décidé de faire tomber le masque. Je me souviens de son appel, passé à 10 heures du soir. Je viens tout juste de lui dire, a-t-il prononcé. Sa voix était d'un calme étrange. J'ai étalé devant elle toutes les photos, toutes les preuves. Elle a d'abord essayé de nier. Ensuite, elle a pleuré, puis elle a imploré mon pardon. Mais je lui ai simplement tendu les papiers du divorce. Qu'a-t-elle répondu, ai-je demandé. Elle m'a demandé, pouvons-nous en discuter, trouver un arrangement, sauver au moins quelque chose? Victor a eu un petit rire sec. Je ne lui ai répondu qu'une seule chose, tu n'auras rien. Et lui non plus. J'ai alors compris de quoi il parlait, lorsqu'il a ajouté. Après-demain, lors du gala de l'université. Là où tout le monde sera présent pour voir. Tu viendras. Bien sûr, ai-je répondu. Parfait. Apporte ton appareil photo. Je veux que ce moment soit immortalisé. Le grand gala de l'université se tenait dans l'amphithéâtre principal. C'était une salle majestueuse, dotée de hauts plafonds, de lustres en cristal, et ornée de portraits d'illustres savants sur les murs. Je suis arrivé une demi-heure avant le début, et j'ai pris place au dernier rang, comme convenu avec Victor. Mon appareil photo reposait dans mon sac, prêt à servir. La salle s'est peu à peu remplie. Des professeurs en costume strict, des étudiants en tenue de cérémonie, les membres du conseil académique, ainsi que des journalistes de la presse locale. Tous s'étaient déplacés pour assister à la remise des prix. L'atmosphère y était solennelle, empreinte d'une certaine excitation. Sur l'estrade trônait une longue table, recouverte d'une nappe rouge. Derrière elle, s'alignaient des fauteuils réservés aux invités d'honneur. Laurent Mercier siégeait en plein centre. Il était impeccable, vêtu d'un costume bleu marine, la tête portée haute avec fierté. Ses cheveux gris étaient soigneusement coiffés. Son visage irradiait la satisfaction, et cette assurance propre à un homme qui sait que le triomphe l'attend. À ses côtés, prenait place le recteur de l'université et le doyen de la faculté des lettres.
Victor est entré dans la salle en dernier, littéralement 1 minute avant le début de la cérémonie. Il portait un costume noir, avec une chemise blanche sans cravate. Une tenue stricte, mais pas vraiment festive. Son visage affichait un calme absolu, il semblait presque serein. Toutefois, je le connaissais assez bien pour remarquer cet éclat d'acier, glacé, dans ses yeux. Il s'est assis au 3e rang, pile au centre, là où il serait parfaitement visible depuis la scène. La cérémonie s'est ouverte sur le discours de bienvenue du recteur. Il a loué les traditions de l'université, l'importance primordiale de la recherche scientifique, et la fierté que leur inspiraient leurs professeurs les plus éminents. Ensuite, le doyen a énuméré la longue liste des accomplissements de Laurent Mercier, ses monographies, ses articles, ses participations aux conférences internationales, et les témoignages de gratitude de ses étudiants. À chaque mot prononcé, Laurent rayonnait davantage. De temps à autre, il hochait modestement la tête, en signe de reconnaissance. Finalement, le recteur a brandi une statuette en cristal, le symbole du prix récompensant les contributions exceptionnelles dans le domaine des sciences humaines. Professeur Laurent Mercier, a-t-il proclamé solennellement. Je vous prie de bien vouloir monter sur scène. Un tonnerre d'applaudissements a retenti dans la salle. Laurent s'est levé, a boutonné sa veste, et s'est dirigé vers le micro. Sa démarche était d'une assurance frôlant le majestueux. Il a saisi la statuette, s'est tourné vers l'assemblée, et s'est préparé à prononcer son discours de remerciement. Et c'est très exactement à cet instant que Victor s'est levé de son siège. Pardonnez-moi de vous interrompre, a-t-il lancé d'une voix forte et intelligible. Ces paroles ont résonné dans toute la salle, couvrant le bruit des derniers applaudissements. Mais, avant que le professeur Mercier ne poursuive, je souhaiterais dire quelques mots, au sujet du héros de notre soirée. Un silence tendu s'est immédiatement abattu sur la salle. Le recteur a froncé les sourcils, ne comprenant manifestement pas ce qui se passait. Le visage de Laurent s'est crispé l'espace d'une seconde. J'ai pu y déceler un éclair de confusion, très vite remplacé par de la méfiance. « Qui êtes-vous » a tenté de demander Laurent. Mais Victor remontait déjà l'allée centrale, en direction de l'estrade, portant un volumineux dossier entre ses mains. « Je m'appelle Victor Moreau », s'est-il présenté. « Je suis ingénieur. Je n'ai absolument aucun lien avec le monde académique. Néanmoins, j'ai eu le privilège de faire la connaissance du professeur Mercier, de très près. Si près, d'ailleurs, qu'il a vécu sous mon toit pendant 3 mois. Il a mangé à ma table, et il a dormi dans ma maison. » Victor a marqué une pause. Ces mots suivants ont résonné avec la force d'un coup de marteau. Et il a couché avec ma femme, dans mon propre lit. La foule a poussé un cri de stupeur. Au premier rang, plusieurs femmes ont plaqué leurs mains sur leur bouche. Laurent est devenu livide, mais il a tenté, tant bien que mal, de garder son sang-froid. « C'est une accusation totalement absurde », a-t-il balbutié. « Je ne sais pas ce que. » « Mais je ne suis pas venu pour cela ce soir », l'a coupé Victor, en montant sur l'estrade. « Les problèmes personnels, ça se règle au tribunal. Je suis ici pour vous parler des accomplissements professionnels de cet homme. De ses véritables accomplissements. » Victor a ouvert son dossier, et a commencé à distribuer des documents aux personnes assises dans les premiers rangs. J'ai allumé mon appareil, et j'ai commencé à filmer. Quelques complices, que Victor avait engagés à l'avance, sont entrés par les portes latérales. Eux aussi ont commencé à faire circuler des copies dans la salle. « Ce que vous tenez entre vos mains, » a poursuivi Victor, « est le fruit de 3 semaines d'investigation. Vous y trouverez la preuve irréfutable que la quasi-totalité des travaux de recherche du professeur Mercier relèvent du plagiat. Sa célèbre monographie sur Marcel Proust a été volée à un doctorant de l'université de Toulouse. Ses articles sur le symbolisme ont été compilés à partir de thèses. Des thèses qu'il a pu consulter, en profitant de son statut de membre du jury d'examen. Le brouhaha enflait dans la salle. Les gens feuilletaient fébrilement les documents, comparant les textes. Je voyais les expressions des professeurs changer, radicalement. L'incompréhension cédait la place au choc, puis le choc se muait en pure indignation. Vous avez là les témoignages des personnes qui l'a pillé. La voix de Victor s'élevait, dominant le tumulte grandissant. Voici l'expertise des textes, réalisée par des spécialistes indépendants. Voici les copies des œuvres originales, avec leur date de création. Celles-ci prouvent qu'elles ont été rédigées bien avant les publications de Mercier.
Tout y est numéroté, tout est documenté, et tout peut être vérifié. Laurent a tenté de répliquer. Il s'est agrippé au microphone, mais sa voix tremblait pitoyablement. C'est de la pure diffamation. C'est la vengeance pitoyable d'un mari trompé. Alors, expliquez-nous la page 47, a rétorqué Victor, avec un calme olympien. Comment se fait-il que votre article de 2016 contienne un paragraphe strictement identique à la thèse d'Anne-Sophie Leroux, soutenue en 2014 ? Mot pour mot. Y compris cette faute de frappe, dans la citation de Charles Baudelaire. Un vent de panique a balayé l'assemblée. Des étudiants ont commencé à hurler des questions. Plusieurs professeurs se sont levés d'un bond, brandissant les documents avec colère. Le recteur, rouge de honte et de fureur, s'est emparé d'un exemplaire, et a commencé à l'étudier frénétiquement. Il y a 10 journalistes présents dans cette salle, a continué Victor, en pointant l'espace réservé à la presse. 6 d'entre eux ont déjà reçu l'intégralité de ce dossier, il y a 1 heure, par courrier électronique. Cette affaire fera la une de tous les grands journaux, dès demain matin. Le conseil académique recevra une plainte officielle, exigeant l'ouverture d'une enquête. Les avocats des victimes de ce plagiat sont déjà en train de déposer leur recours. À cet instant, Laurent a fini par craquer. Il a reculé en titubant, laissant échapper la statuette de ses mains. Elle s'est fracassée sur le sol de l'estrade, dans un tintement retentissant. La sécurité de l'université s'avançait déjà vers lui, mais pas pour le protéger. D'un geste ferme, le recteur a ordonné qu'on l'expulse de la salle. « Attendez » hurlait Laurent, alors qu'on le traînait vers la sortie. « Laissez-moi m'expliquer. C'est un terrible malentendu. » Mais plus personne ne l'écoutait. La salle bourdonnait, tel un nid de frelons qu'on vient de renverser. Les journalistes ont encerclé Victor, le bombardant de questions. Les flashs des appareils photo éblouissaient l'assistance. De mon côté, je continuais de filmer, immortalisant chaque seconde du triomphe de mon ami. Dans les semaines qui ont suivi, les répercussions ont été dévastatrices. Laurent a été révoqué de ses fonctions, 3 jours seulement après ses révélations. Toutes ses récompenses lui ont été retirées, et ses publications ont été totalement discréditées. 3 universités, où il donnait des cours en tant que vacataire, ont immédiatement rompu leur contrat. Son nom est devenu, à lui seul, le synonyme de la fraude académique. Hélène n'a pas été épargnée par ce scandale. L'enquête a révélé qu'elle avait aidé Laurent à relire certains de ses travaux volés, tout en connaissant leur véritable origine. Sa propre thèse s'est retrouvée entachée de soupçons. Elle a perdu son poste à l'université, et, conformément à leur contrat de mariage, elle a quitté Victor sans quasiment rien emporter. 6 mois plus tard, nous étions de nouveau attablés dans ce même petit café. Victor semblait différent. Je ne dirais pas qu'il débordait de bonheur, mais il dégageait une profonde paix intérieure. Ce fardeau écrasant, qu'il avait traîné pendant des mois, s'était enfin envolé. Ils m'ont tous les deux recontacté, a-t-il glissé, en regardant par la fenêtre. Séparément, bien sûr. Tous deux ont imploré mon pardon, ils m'ont supplié de leur accorder une seconde chance. Hélène a pleuré à chaudes larmes. Elle m'a juré que c'était une erreur, et qu'elle m'aimait toujours. Et qu'est-ce que tu leur as répondu ? Absolument rien. Victor a esquissé un sourire glacial. Il y a des trahisons qui ne méritent aucun mot. Seulement le silence, et les conséquences de leurs actes. Il a levé sa tasse, contemplant ce nouveau jour qui se levait derrière la vitre. Buvons à l'avenir, a-t-il déclaré. Et, pour la première fois depuis de très longs mois, son sourire m'a semblé sincère.